bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir, de partager mon expérience, champagne et vin, une petite vingtaine d'années grosso modo dans le secteur, et puis surtout entouré de 3 experts et de des présentations fort enrichissantes sur un thème que j'apprécie particulièrement, la commercialisation du vin de champagne. J'en profite pour remercier Adrien et l'équipe de la FDSEA de cette belle initiative et de m'avoir fait confiance aussi pour cette intervention. Voilà. Quelques mots donc, sur mon parcours. Donc, je m'appelle Philippe Rivet, je vous l'ai dit, une vingtaine d'années en commercialisation des vins de champagne. Avant ça, une dizaine d'années dans le monde du sport, toujours dans la commercialisation et notamment sur les marchés internationaux. J'ai eu beaucoup de chance jusque-là, puisque j'ai toujours fait ce que j'aimais. Alors, qu'est-ce que j'aime? Bâtir des réseaux de distribution solides, pérennes, pour des familles bienveillantes, avec des valeurs assez fortes, dans des écosystèmes voilà, qui sont des passions pour moi, champagne, vin et sport, vous l'avez compris. Et souvent pour des produits premium. Et point commun entre chacune des maisons et des familles pour lesquelles j'ai travaillé, eh ben, ça a toujours été des success stories avec des croissances très fortes. Donc un environnement très dynamique. Voilà. Et puis l'international, pourquoi? Parce que voilà, j'ai commencé donc, il y a exactement 30 ans cette année. Mon premier stage, c'était aux États-Unis. Et puis après, en 96, ça remonte un peu, ça me donne une idée de mon âge. En 96, c'était ensuite en Malaisie que j'ai passé 6 mois. Je reste sur la croix. Où c'était ma deuxième expérience. Et j'avais pour outil de prospection donc une mobilette de fonction et un annuaire. Voilà, un annuaire papier. Pour les anciens, vous savez ce que ça veut dire. Donc voilà par quoi je suis passé aussi, et c'est une expérience fort enrichissante. Bon, maintenant que vous en savez plus, qu'est-ce que je peux vous dire? Maintenant que votre game a été conçu de façon cohérente et rentable grâce au conseil d'Éléonore, maintenant que votre discours est musclé grâce à Stéphanie, que vous maîtrisez complètement la mise en avant de vos produits lors de la dégustation grâce à Clémence, il ne vous reste plus qu'à commercialiser vos produits. J'insiste, mais ce que vous avez entendu depuis 1 heure est fondamental dans l'acte de vente. C'est absolument complémentaire. J'ai retrouvé plein de morceaux absolument passionnants sur lesquels je vais revenir, mais c'est absolument complémentaire. Donc, ce n'est pas dissocié du tout. C'est une seule présentation, finalement. Je vais me concentrer, c'est le titre de la présentation. Il y a plein de commerces différents. En revanche, il y a des commerces qui sont des commerces, parfois on peut faire des coups, entre guillemets, donc c'est plutôt du court terme. Ça peut être des très beaux commerces d'ailleurs, ça peut être des modèles tout à fait bénéfiques. Mais je vais m'attarder sur une façon de faire son commerce qui est plutôt sur des fondations solides. Alors pourquoi? Parce que un commerce sur des fondations solides, pérennes, vous aidera à traverser les crises et les aléas que nous traversons tous depuis bien longtemps de façon plus solide et plus où les risques sont un petit peu plus limités, entre guillemets, enfin, façon de parler, mais on traverse mieux les crises quand le commerce est solide. Et c'est pour ça que je vais me concentrer uniquement sur cette façon de voir les choses qui est donc, une fois encore, pérenne. Je commence par un travail de réflexion. Je vais scinder le... Pas trop mal, alors, ça va. Bon, avant toute chose, il y a un travail de réflexion, à mon sens, à mener. Pourquoi? Partout où je suis passé, c'est toujours ce que l'on m'a demandé. Mes présidents et familles que j'ai représentées m'ont demandé, dans les postes de direction commerciale ou direction générale adjointe, c'est un plan. Alors pourquoi un plan de route? Alors, on commence souvent par définir la vision. Alors, vous l'avez sûrement déjà fait, mais c'est un exercice qui est, à mon sens, indispensable parce que la vision, et je vais la définir maintenant, mais la vision, pour moi, est un cadre, ou en tout cas un référent, un guidage qui guidera vos actions, que ce soit le commerce, mais éventuellement d'autres aussi, au travers de votre vie professionnelle et donc de votre propriété, de votre domaine. Je cite une définition que j'ai trouvée de la vision. C'est une dynamique de progrès, c'est important,
un ensemble de paramètres dont la stratégie ne représente qu'une partie. L'avantage de la vision est qu'il rend possible la mise en œuvre d'un processus de co-création entre plusieurs acteurs de l'entreprise. Donc ça se partage. Elle invite l'entreprise, l'équipe à redonner du sens à ses actions et à chacun d'intégrer le sens de son action dans l'entreprise ou dans l'équipe. Ce travail n'est de portée véritable que s'il est déployé. Le déploiement, c'est la mise en œuvre, l'action. Le déploiement permet la délégation car les actions de l'entreprise doivent être décidées en cohérence avec la vision. Enfin, la vision implique le management, celui-ci devant être exemplaire dans la mise en œuvre des principes et axes de développement qu'il décidera. Alors souvent, la contradiction de la segmenter en 6 volets, la vocation, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre entreprise? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et, voilà, et ça peut évoluer. Vous pouvez avoir une vision, une vocation à 10 ans, à 15 ans, mais qui évoluera au fil du temps, peut-être au fil des générations. Votre ambition, et tout ça, il faut l'écrire. Alors, ça peut être quelques lignes, souvent c'est assez bref, mais il faut l'écrire. Quelle est votre ambition, d'être le plus gros, d'être le mieux valorisé, d'avoir les meilleures notes des wine gurus, enfin, des amis critiques du monde du vin, donc les ambitions sont multiples. Les valeurs de l'entreprise, ça c'est systématique et c'est souvent quelques mots, souvent entre 3 et 5 mots, mais les valeurs, à mon sens, en tout cas, sont importantes parce qu'elles guident votre action et elles transpirent dans tout ce que vous ferez. Les principes de management, quand il y a du management à opérer, mais dès qu'on est deux, il y a du management finalement, il vaut mieux le définir, quoi. Est-ce qu'il y a de la délégation? Est-ce que ou pas? Est-ce que c'est la bienveillance? Est-ce que c'est directif? Est-ce que c'est participatif? Est-ce que il y a plein de formes de management, mais je vous encourage à l'écrire. Les priorités stratégiques, et c'est là-dessus que je vais me concentrer ce soir. Donc, c'est finalement une fois que vous avez écrit tout ça, qu'est-ce que je veux faire concrètement? Et vous le déclinez ensuite en plan d'action. Donc, les grands axes stratégiques, et on va en parler. Et ensuite, concrètement, on décline, une fois qu'on a défini ces axes stratégiques, on décline en plan d'action. Concrètement, voilà, pour chaque item, chaque partie, comment je le fais et qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, plutôt. Je crois que c'est clair pour vous. C'est important. À mon sens, c'est important. Ça, c'est la partie réflexion. On arrive sur une phase d'action. Tout ça étant très personnel, hein, c'est mon ressentiment, enfin, c'est mon sentiment et mon vécu aussi. Dans les priorités stratégiques, je les ai segmentées en 4. Et en fait, je n'ai pas réussi à les dessiner parce que c'est moi qui ai fait ce petit PowerPoint, mais et tous, il y a un mouvement permanent. C'est-à-dire que tout se répond et tout se répond et tout est complètement interlié. Donc, dans le cadre, simplement ce soir, de la commercialisation, vous avez votre offre, et ça fait l'écho de ce que tu as dit, Léonore, tout à l'heure, sur plusieurs items d'ailleurs. Il y a votre offre, il y a la distribution, où voulez-vous être, il y a vos moyens, on en a parlé aussi, quels sont les moyens, vous pouvez dire, je n'ai pas de moyens, pourquoi pas. Bon, c'est possible. Un peu de moyens, on peut mettre des gros moyens aussi, les ambitions seront évidemment liées. Et puis votre timing, vous me donnez combien de temps? Et chacun ici présent, en présentiel ou en distanciel, a sa façon de voir les choses pour son propre domaine. On va rentrer maintenant dans chacun des 4 paramètres, enfin, des 4 axes stratégiques ou sous-axes stratégiques. Votre offre. Encore, ça fait écho à ce que j'ai entendu plus tôt aujourd'hui. Même si ce n'est pas concerté. Je vais aller très vite sur la gamme, puisque c'était abordé par Léonore, c'est très clair pour moi. Donc, je n'insisterai pas plus sur la gamme. Positionnement prix, ça a été abordé aussi tout à l'heure par Léonore. Vous pouvez aussi avoir une vision inverse. Vous avez une vision aujourd'hui par les coûts de revient. Vous pouvez aussi avoir une vision par le positionnement que vous souhaitez. Alors, on n'a pas le droit d'imposer des prix, comme vous le savez, c'est strictement interdit. En revanche, on peut avoir des prix recommandés, des prix suggérés, des prix publics suggérés. Et quand vous consultez, j'ai fait tout à l'heure, je prends un exemple, j'ai pris la SAQ au Québec, qui est donc le monopole d'État. Il n'y a pas moins de. J'ai pris la catégorie champagne. Il n'y a pas moins de 255 références aujourd'hui disponibles. Alors, je ne fais pas la promotion de ces maisons, c'est par alphabétique, voilà. Mais 255.
Et bah, dans le positionnement prix, alors j'ai pris les non millésimés blancs en format 750 ml. Bah, le moins cher était à 42 $ et le plus cher 105,50 $. Ah, ça vous donne un panel, donc c'est x2. Donc là, c'est large. Et vous pouvez faire le même exercice chez Nicolas ou des tas de détaillants connus du monde entier. Le panel sera très large. Et donc, dans cet environnement, et c'est complémentaire de ce que Eleanor vous a dit, on sent qu'il faut les deux démarches, et ben, il peut y avoir une vision par le haut qui vous dire bah, très bien dans quel cours je veux jouer. Okay. Une fois que vous avez défini ça, évidemment, ça guide aussi vos listes de prix. Votre liste de prix ou vos listes de prix. Si vous dites je veux jouer dans un cours, alors j'ai pris des exemples de certains de vos confrères. Et après, je vais voir la carte du wine bar à Reims. Alors, je ne vais pas trop développer. Mais finalement, vous vous rendez compte qu'au wine bar à Reims, les maisons de champagne, sur le non millésimé blanc, vous savez à combien c'est vendu sur carte? La bouteille 60 à 80 euros. Pour une maison de champagne, disons, relativement connue. 60 à 80. Et puis après, j'ai regardé ce qu'ils appellent dans les champagnes de vignerons. Alors, sur les non millésimés blancs, dans la même catégorie, j'ai rien trouvé à 60 euros, ni à 70, ni à 80. Alors, tout est, sur cette carte en tout cas, alors ça va de 100 à 200. Toujours sur la même catégorie. Donc, c'est à vous de définir dans quelle catégorie vous voulez jouer. Et puis enfin, les volumes disponibles, bah, c'est important parce que, par expérience, si vous mettez à disposition un nombre de bouteilles dans cette année-là auprès d'un marché ou d'un client, il ne faut pas perdre en tête que moi, le mot-clé, c'est la linéarité. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, vous décidez, même pour des questions peut-être d'aléas climatiques ou autres, ou d'incidents divers, si vous divisez cette quantité disponible par 4 ou 5, vous risquez de le tendre. Et vous risquez peut-être de le perdre. Donc, si vous lui dites, OK, tu avais 1000 bouteilles l'année dernière et maintenant tu en as 12 000, il ne va peut-être pas pouvoir les absorber non plus dans ce sens-là. Voilà, donc il faut faire attention à ce que vous faites sur les volumes disponibles. Et je crois qu'il faut l'envisager non pas sur une période de 12 mois, mais beaucoup plus longue finalement. Parce qu'un client demande qu'à être accompagné. C'est important. Il veut savoir où il va aussi. Il va avec vous. Et finalement, vous êtes partenaire. Dans cette situation de commerce pérenne, je quitte l'idée d'une relation acheteur-vendeur. Il y a un acte de vente, un acte d'achat, évidemment, qui va jusqu'au paiement. Mais dans la pérennité, souvent, on développe des relations particulières, une relation de confiance, c'est ce que tu as dit pour la dégustation. C'est pareil dans les affaires. On apprend. Alors, la distribution, 4 volets. J'essaierai d'être concis. Alors, typologie clientèle. Il y en a plusieurs qui ont été cités tout à l'heure. Est-ce que vous avez une idée de combien? En tout cas, j'en ai identifié plusieurs. J'ai entendu caviste, j'ai entendu restaurateur. Il y en a d'autres. Est-ce que vous avez une idée? Le panel est large. Il y a plein de typologies de clients. Alors, il y a ce qu'on appelle le CBHR, donc la partie consommation sur site, café, bar, hôtel, restaurant. Mais dans ces catégories-là, vous en avez plein. Si vous regardez la clientèle, je sais pas, du guide Michelin, dans le monde, parce que vous savez, il y a 18 000 restaurants listés. Alors, ça donne une idée du champ des possibles. Et donc, il y a donc, le CBHR indépendant, puis il y a des chaînes de CBHR. J'ai entendu le mot caviste, il y a des cavistes indépendants, il y a des chaînes de cavistes. Vous avez entendu parler de Nicolas, sûrement. Il y en a beaucoup d'autres en France, Repère de Bacchus, Caravin, Comptoir des Vignes, Nissa, Route des Vins et Guyot. En Australie, j'ai mis Vintage Cellar, Laithwaite's au UK, Friche Paradis en Allemagne, donc il y en a au large. Il y a le B2B, ça je l'ai entendu. Donc ça, c'est des entreprises. Vous avez peut-être parmi vos clients vos avocats, vos dentistes, je sais pas, des chefs d'entreprise qui achètent vos vins. Voilà, bah ça c'est une source non négligeable de commercialisation. Ça peut peser un pourcentage à 2 chiffres de vos ventes. Et vous avez tous un réseau autour de vous qui amène d'acheter vos vins. Il y a des grossistes qui sont des intermédiaires de taille souvent imposante. Vous connaissez Métro,
Saridis, il y en a beaucoup d'autres, en France et à l'étranger. Donc, il y a des grossistes. Il y a le B2C, donc le business to consumer. Donc là, vous en faites sûrement déjà. Traditionnellement, les ventes que vous faites à des particuliers qui viennent vous rendre visite, ça c'est bien, et qui vivent une expérience, pour reprendre le mot que j'ai entendu. Parfait. Ça peut être à des particuliers à distance, si vous avez un site marchand, si vous faites des emailing ou autre, très bien. Il y a aussi du e-commerce. Il y a des tas de sites dédiés, professionnels, qui vendent. Il y a un à Reims, enfin, il y a une boutique aussi à Reims qui s'appelle Plus de Bulles, il y a Vinatis, enfin, il y a au large, plus tous les cavistes qui ont pour la plupart des sites marchands, de toute façon, dans le monde. Et puis après, il y a de la GD, la grande distribution, il y a la grande distribution premium, il y a la grande distribution un peu plus généraliste, et puis il y a même du hard discount, qui n'est pas votre cible privilégiée, j'imagine. Et puis pour finir, j'ai cité le travel retail, donc ça c'est toute la partie duty free, les compagnies aériennes, les compagnies croisières et autres. Alors c'est pour ça que je me suis permis de mettre cette photo, parce que finalement vous vous rendez compte que la typologie clientèle est énorme. Ça veut aussi dire, vous avez bien compris qu'il va falloir faire des choix. La géographie, c'est assez simple. À votre avis, combien de pays importent du champagne? Alors, je ne fais pas l'ambassadeur qui s'est laissé. J'ai repris les notes de 2024. Il y en a 150. Alors, le top 20 pèse 70% des ventes, c'est pas un scoop. Hors France, donc à l'étranger. Donc, 20 marchés pèsent une grosse partie du gâteau. Mais il y a quand même. Et puis, il y a la place pour tout le monde. Donc, il y a 150 marchés dans le monde. Donc, c'est énorme. Ce qui veut dire que quand on veut multiplier ces deux facteurs, je suis allé un peu vite, mais le résultat, c'est que le potentiel est infini. Et quelles que soient vos spécificités, tu as dit, je ne sais plus, enfin, l'ADN, quels que soient tous des atouts, des choses à raconter, etc., et des très belles choses à partager, bon, le champ est infini. Alors, c'est une opportunité, mais c'est aussi une menace. Et si vous dites, voilà, je ne sais pas par où attaquer, je vais faire 5-6 canaux de distribution, et puis j'attaque le monde, waouh, il faudra des moyens et du temps, les deux. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, dans les réseaux que j'ai pu bâtir, il faut utiliser des intermédiaires, des conseils, des intermédiaires qui s'appellent des agents, ça peut être des distributeurs, des importateurs, enfin, il y a plein de formules différentes, et des conseils, DSA en fait partie, je pense. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Bon. Donc il y a plein d'options possibles, mais de se faire aider, en tout cas accompagner, est certainement une option à étudier. C'est peut-être ce que vous faites déjà. Les choix opérés, si je peux me permettre, puisqu'à un moment, vous devez vous guider, enfin vous dire qu'est-ce que je fais, par où je démarre, où je vais, même si je démarrais, mais où est-ce que je vais. L'idée, c'est de voir loin. C'est indéniablement, vous devez bien douter que les marges en GD sont inférieures à certains autres canaux. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte, à mon sens. La volumétrique. Si vous faites un coup en GD, ça va être des énormes volumes, forcément. Si vous prenez une commande de 3 pièces chez un caviste, c'est déjà très bien. Voilà, bon, mais des critères d'investissement, ça je vais aborder rapidement. De visibilité. Quand vous faites du B2B, la visibilité est relativement réduite. Si vous êtes sur la carte de restaurant et de caviste, la visibilité est beaucoup plus large. Donc, vous achetez une forme de publicité. Et puis enfin, la pérennité. Si vous faites un coup, il n'est pas forcément renouvelé. Et si vous développez des relations de confiance et d'affaires avec des partenaires fidèles, eh bien, vous ne serez pas stressé à l'idée de recevoir des commandes. Eh bien, en doute. Et vous serez probablement stressé par d'autres choses qu'on va aborder maintenant. Donc, votre distribution, il reste... alors, l'organisation, j'ai pris cette image du rugby. On l'a abordé, c'est ce que je viens de dire, sur la façon d'être accompagné. Mais enfin, la qualité de la relation, j'en ai parlé un petit peu. J'insiste dessus parce que c'est un métier de contact. Vous voyez bien, dans la dégustation, par exemple, on partage un verre, c'est à proximité. Parfois, c'est autour d'une table. C'est un accord mes vins.
passe 2-3 heures ensemble ou plus. Bon, donc les relations sont évidemment très importantes. Je ne vous apprends rien. Alors, j'ai cité, et c'est certainement pas exhaustif, ce qui me semble être important, en tout cas après quelques années de travail, dans la qualité d'une relation et qui se développe sur des bases saines et solides. Bah, les valeurs, vaut mieux les partager. Elles doivent transpirer dans tout ce que vous faites au quotidien, parce que ça se voit de toute façon sur vous et dans vos vins. Ambition, objectif. C'est hyper important de le partager avec vos clients. Alors, je pense notamment à des réseaux un peu structurés de distribution, distributeurs, pas forcément sur 150 marchés. Mais c'est important de dire à vos partenaires ce que vous visez. Voilà, moi, j'ai telle taille, je vais donner un exemple, 40 000 bouteilles, voilà, c'est ma taille. Je vais rester à 40 000, je vais arriver à 60 000, à 100 000, à je sais pas quoi. Bon, mais ça, il faut le partager avec votre partenaire, parce qu'il va intégrer immédiatement que si vous ne vous développerez pas en volume, c'est légitime, ben, peut-être qu'à un moment, il ira chercher ailleurs, en plus de vous, en complémentarité. Pourquoi pas. En revanche, si vous avez des ambitions, il va peut-être se dire, tiens, on va faire un bout de chemin ensemble et puis on va se développer ensemble. Donc, il n'y a pas de bonne formule, mais il faut le partager. L'exigence, c'est important, mais on doit avoir la même envers son partenaire et vis-à-vis de soi. Constance dans la qualité des produits, ça va de soi, et je suis persuadé que tout ce que vous élaborez est déjà au niveau optimum. Modalité de communication, je vous encourage à communiquer avec vos clients, donner des nouvelles, de vos nouvelles, ce qui se passe dans la vigne, ce qui se passe avec l'Ivry, et les bonnes et parfois les moins bonnes, les difficultés auxquelles vous faites face. Et puis votre partenaire, d'un seul coup, lui, il vous dira comment ça va sur le terrain. Alors, en général, mais aussi pour vos produits. Et c'est indéniablement un levier de faire plus d'affaires. Clarté d'information, où est-ce que j'en suis? Modalité de communication, ouais. Clarté de l'info, sincérité, et puis comprendre les codes. Comprendre les codes, ça veut dire que quand vous êtes aux États-Unis, pour reprendre l'exemple, un Américain, combien de fois j'ai vu ça? On arrive dans un magasin, il dit bon, on a 10 minutes pour déguster la gamme. 10 minutes. Donc, on a déjà 2-3 minutes pour se présenter, enfin présenter sa maison ou son domaine, sa propriété. Et puis après, il faut aller très vite. De toute façon, il y a 2 représentants qui attendent et qui sont déjà là dans le magasin. Donc ça, c'est ce qui se passe beaucoup aux États-Unis. Au Japon, on aura plus de temps. Au Japon, les codes sont différents. En Allemagne, c'est encore différent. Et puis en Belgique, et puis en Russie, et puis voilà. Donc c'est important de comprendre les codes. Alors, c'est pas non plus stratosphérique, mais il vaut mieux les comprendre. Et puis enfin, donc la relation de confiance, ça a déjà été dit. Célébrer les victoires, c'est hyper important pour vous déjà en équipe, et puis avec votre partenaire, quand il vous appelle, et puis il vous dit tiens, vous l'appelez, il dit tiens, j'ai réussi à décrocher un service over dans tel bar ou tel restaurant, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous serez mis en avant, vous ferez un peu plus de volume, mais en plus vous serez mis en avant. Et un bistrot, un bar, un bistrot haute, c'est vite 60 bouteilles par mois, beaucoup plus, mais ça dépend de sa taille et son environnement. Donc c'est important de partager les victoires et les célébrations. Et puis enfin, un petit volet sur la transparence. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu pour habitude de travailler à livre ouvert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'était à la demande d'Adrien de partager quelques points de ce qu'on appelle les KPI, donc les indicateurs que l'on doit surveiller, qu'on peut surveiller. Bon, moi, il n'y a pas un marché où je n'étais pas au courant des ventes, de mes ventes sur le marché. Donc, je m'en fiche de savoir ce que j'expédie. Honnêtement, je m'en fiche. Ce qu'on envoie sur un marché, ce n'est pas très intéressant. Enfin, ça se mesure, mais bon. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il en fait de ces ventes. Alors, combien on a vendu? S'il y a 2 ans de stock, c'est dommage. Combien on a vendu? Où ça va? Dans quel canal de distribution? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que vous l'avez raconté avant? Par exemple, vous avez peut-être dit je ne veux que du caviste. Bon. Eh ben, c'est important de le partager, qu'ils vous disent où ça va, à qui les a vendus, combien est la client, ça se demande. En Italie, quand on fait certains volumes, si on n'a pas 1000 clients, c'est qu'il y a un souci. Bon, voilà, donc c'est plein de curseurs comme ça à mesurer. J'ai pour habitude de faire le relevé de prix. Le relevé de prix pour savoir si ce que j'ai guidé, si ce que vous avez voulu lui dire
dans quel environnement vous jouez est cohérent, bah, il faut le vérifier parce qu'un distributeur ou un partenaire, ça peut être flou aussi. Donc, il vaut mieux vérifier de temps en temps ce qui se passe. Et ça, vous pouvez le faire à distance. C'est facile. Ou sur place, si vous y allez. Voilà pour la distribution. Vos moyens, c'était abordé tout à l'heure. Je vais segmenter en 3, donc ressources humaines, outils, et enfin, budget d'accompagnement. Qu'est-ce que ça va être cher? Alors, ressources humaines. On ne va pas y revenir parce que ça a été abordé. Les outils, ça a été abordé aussi. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a quelques outils qui me sont indispensables, qui ont été dits en partie, et qui sont simples. Mais Clémence, tu l'as dit, soyez fiers de ce que vous faites, mais dites-le, écrivez-le. À mon sens, une présentation de votre domaine, de votre valeur ajoutée, et tas de choses que vous faites bien. Vous n'en rendez peut-être pas encore complètement compte, en tout cas peut-être pas tout, mais il faut le dire, il faut l'écrire, c'est votre carte de visite. Et donc, quand vous rencontrez quelqu'un et qui dit vous êtes qui ou à mon sens, il faut au moins qu'il y ait une présentation. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un petit logo PowerPoint qui est 10, 15, 20 slides ou 100, peu importe, mais au moins qui dit tout ce que vous faites et ce que vous faites avec votre cœur, avec votre passion, parfois depuis des générations. C'est une valeur. J'ai pas l'action non plus dans cette maison. Donc, les fiches techniques, c'est important. Je pense qu'il faut la soigner. Alors, ça ne fait pas tout. En revanche, il faut le soigner. Fiche technique, à mon sens, il en faut deux. Il en faut une pour le tout venant, peut-être les consommateurs finaux, et puis pour vos partenaires professionnels. Parce que, et de plus en plus, je me rends compte que vos clients sont de plus en plus professionnels. Et ils veulent en savoir de plus en plus. Et ils sont très au fait de ce qui se passe. Et y compris sur des contrées relativement lointaines. Donc, le niveau de professionnalisme a énormément augmenté ces dernières années. Réseaux sociaux, à vous de voir, mais c'est une visibilité qui ne coûte pas très cher. Un peu de matériel, ce que j'appelle le matériel publicitaire, de mise en avant. Si vous êtes dans des restaurants, c'est bien d'avoir une vasque, un seau. Pourquoi pas aller jusqu'à des verres avec votre domaine, peut-être, à vous de voir, parce que tout ça, c'est un coût, évidemment, et bon, c'est pas négligeable. À vous de voir, il faut gérer les priorités. Mais quelques mises en situation favorables qui attirent l'œil dans un point de vente, que ce soit un restaurant, un bar, un palace, un caviste, c'est important. Dites ce qui se passe dans la ville, un rapport de vendange, c'est très bien, c'est important. Même si ça fait qu'une page, dites-le, un rapport de tirage, comment était finalement quelques mois plus tard, qu'est-ce qui en ressort. Et tous ces moyens de communication avec vos partenaires sont des moyens aussi d'échange et donc de levier de business, clairement. Et puis, dans toutes les langues, ce que tu disais, Stéphanie, japonais, chinois, tant qu'on y est. Mais au moins, non, mais en français, anglais, c'est pas mal. Budget d'accompagnement. Alors moi, j'ai osé mettre nécessaire, mais je suis peut-être allé un peu fort ou un peu loin, mais nécessaire, à vous de juger. Ça dépend une fois encore de ce que vous avez déterminé auparavant. Sachez que ce sera probablement, quand vous en arrivez sur une démarche, vous entamez une démarche de création de réseau, c'est une demande qui est faite. Le pourcentage correspond très bien à ce qui peut se passer, le pourcentage de votre chiffre d'affaires, enfin de ce que vos partenaires achètent. Ça peut être négligeable, ça peut être quelques pourcents, ça peut être pour certaines maisons beaucoup plus que 5%. Dans le vin tranquille, c'est rarement plus de 2%. Alors, Champagne, on croit toujours qu'on a des dollars à dépenser, des millions de dollars. Bon, on n'est pas obligé. C'est à vous de le... C'est surtout sur la façon de le faire qu'il est important d'avoir un œil, à mon sens. Au-delà de l'enveloppe qui est dépensée, c'est de le valoriser. C'est pas dire, bah, tiens, combien tu veux, tiens, 10 000 dollars pour cette année, États-Unis ou ailleurs, et puis bonne chance. Non, surtout pas. Si je peux me permettre, surtout pas. 10 000, ça vous juger, mais il faut avoir un œil sur ce que vous faites. Mais en tout cas, je pense qu'il est important de l'anticiper si vous entamez une relation d'affaires avec quelqu'un.
Il vaut mieux anticiper et de l'intégrer dans la structure de coût. Ça dit, mais c'est important. Si vous avez décidé que vous allez dépenser 4% de votre chiffre d'affaires dans le budget d'accompagnement, intégrez-le à votre liste de prix. Mettez-le dedans. Au-dessus, enfin, vous avez compris, mais vous ne perdez pas dessus. Quelques exemples de dépenses, alors elles sont multiples. Tu as dit des gratuités, je crois, tout à l'heure, ce qu'on appelle aussi des échantillons. Il en faut pour la presse, il en faut pour le trade, donc les professionnels, sommeliers, F&B, chefs, propriétaires, etc. Il faut des échantillons. Et pour moi, c'est le meilleur investissement. C'est de loin le plus... C'est votre carte de visite. Vous êtes fier de ce que vous produisez, donc il faut bien le faire goûter. Donc, c'est l'échantillon. Ça peut être des échantillons pour des événements. Des présentations, pourquoi pas, que vous y soyez ou pas physiquement. Ça peut être en ligne aussi, parfois. Il y a des événements, il peut y avoir des dîners, il peut y avoir des masterclass, comme on dit, des formations. C'est important. Quand vous arrivez à rassembler quelques sommeliers dans une pièce et que cette cible est captive, ça serait quand même dommage de ne pas vendre quelques bouteilles suite à ce genre d'événement quand vous avez tout organisé, que tout est léché, que tout est ciselé, qu'il y a forcément derrière des commandes. Forcément. Surtout si vous avez bien écouté ce qui était dit avant par mes 3 concerts. Quoi d'autre le matériel publicitaire, je l'ai dit. Relation avec la presse, c'est important. C'est important. Aujourd'hui, en termes de visibilité, ça aide énormément. Et puis aussi, si vous accueillez des clients sur votre domaine, il est important aussi de dédier un budget à ça. Ce n'est pas gratuit, c'est votre temps, c'est l'échantillon, c'est peut-être un peu d'accord mes vins, donc c'est important. Et puis enfin, alors bonne pratique, j'en ai parlé déjà, donc c'est intégré à la structure de prix. Associer les partenaires à la dépense. Si vous mettez 10 000, pourquoi ne mettrez pas 10 000 lui aussi? Après tout, ça fait 20 000. Enfin, je dis 10 000, si c'est 1000, c'est 1000. Mais associez-les, parce que finalement, vous êtes ensemble, vous avez fait un bout de chemin ensemble. Donc, il ne me semble pas normal que ce soit tout du même côté. Et que les forces partagées me semblent tout à fait légitimes. Définissez des règles. Cet argent va où? Et puis en fin d'année, régulièrement, tous les 12 mois, il vous doit un compte rendu, même succinct, de où va l'argent, je pense. Et puis vous pilotez cette dépense. Si vous mettez tout dans la publicité, est-ce que ça a vraiment une valeur ajoutée? Je ne sais pas. Mais c'est à vous de lui dire, en tout cas. Il faut de la transparence. Et puis, peut-être de dédier ces budgets. Vous pouvez imaginer une solution hybride, de dédier des budgets pour certains marchés et puis 0 pour d'autres. Voilà, en fonction des priorités que vous aurez définies, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis enfin, votre timing, ça y est, vous qui puissiez le dire. J'aime bien cette photo parce que finalement, on voit bien que c'est l'échelle du temps. Elle est infinie. L'histoire a commencé bien avant aujourd'hui, chez vous. Et puis, elle continuera bien au-delà, j'espère pour bien, bien longtemps. Ça peut être un cercle vertueux. C'est votre timing. Donc, combien de temps vous vous donnez pour, voilà, c'est l'exemple d'un enseignant. C'est marrant parce que moi, je préconise de faire une vision à 5 ans. Et Léonore, je disais tout à l'heure, à 5 ans. Donc, ce fameux vigneron, qu'est-ce qu'il sera dans 5 ans? Qu'est-ce qu'il veut être? Voilà. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, écoutez, écrire votre vision et les priorités stratégiques. Restez focus sur vos priorités. Ce qui ne vous empêche pas d'attraper parfois les opportunités sur lesquelles vous n'avez pas forcément travaillé, mais le réseau fait qu'on vous amène des opportunités. Il faut savoir les saisir. Démarrer peu de projets peut-être, humblement, mais les suivre avec engagement. Être cohérent. S'entourer des bonnes personnes. Alors, dans tout, hein, évidemment, dans vos équipes, mais ceux à qui vous confierez une partie de votre distribution, vos conseils et autres, agents et autres, soient des bons. Il faut que vous soyez en phase, vous l'avez compris, soient des bons. Des bons, et ce n'est pas une question de volume et qui vous fasse demain une multiplier par 150. C'est que vous soyez alignés sur les objectifs et que ce soit des
Ce sont des personnes compétentes ou des structures compétentes. Soigner les relations avec vos partenaires commerciaux, c'est essentiel évidemment, parce que c'est eux qui font vos ventes. C'est vous, mais c'est eux, évidemment. Et puis d'appréhender le temps. Finalement, le temps, ce plan de vigneron à 5 ans, ça sera peut-être au-delà de l'objectif, en dessous de l'objectif, ben oui, ça va jamais bien, ça ne va jamais tout droit tout ça. Il y a beaucoup d'aléas et il faut faire face à ces aléas avec agilité. J'essaie de tenir dans les temps, j'y suis, pas loin. Et en conclusion, si je comprends bien, donc le contexte actuel est délicat, mais il y a des opportunités à saisir, c'est indéniable. Et vous avez tous et tous, des richesses à faire découvrir et à faire partager. Voilà, à vous de jouer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Oui. Quelle est la marge qu'un agent prend en général, parce qu'on entend un peu tout des faits? Agent ou distributeur? Agent. Il y a quand même un taux qui est de l'ordre de entre 10 et 15%. Et est-ce qu'il y a une différence entre la France et l'étranger? Non. Plus la désirabilité du producteur est forte, évidemment, plus on peut s'attendre à une commission d'agents faible, puisque tout le monde en veut, et que les quantités sont certainement sous allocation et rares et tout ce qu'on veut. Donc là, le producteur qui a complètement la main, entre guillemets. Et puis plus on est ambitieux et on veut développer, et puis plus il faut peut-être envisager d'avoir un taux de commission attractif, quitte à le revoir, pourquoi pas, dans le temps. Et puis on peut le moduler parfois dans le temps, on peut dire voilà, c'est tant de %. Et puis parfois, si on veut, pendant l'année, donner des coups de boost, on peut aussi dire voilà, sur ce coup de boost, on partage l'effort. Donc moi, je reprends la marge, mais toi, tu revois un peu aussi ta commission. Donc c'est aussi, c'est pas des systèmes hybrides. C'est bien agence, hein. C'est quelqu'un qui ne stocke pas et qui est preneur d'ordre. J'ai répondu à la question. Il y a une question dans le chat, alors c'est peut-être à l'ensemble des intervenants. Est-ce qu'il y a des aides pour justement accompagner cette Des aides, oui. Après, c'est Business France qui aide sur cette partie-là. Il y a Business France. Je sais que les budgets ont changé. Hein. Un petit article complémentaire. La France Agrimaire, je ne sais pas si. France Agrimaire. BPI, non. Ah oui, après pour la conception des investissements sur les locaux. La région aussi. Ah. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est que j'ai réglé. On fera un petit article sur les aides à l'instant T, sachant qu'elles changent quand même. Le Business France était déjà venu à la Team France Sport. Est-ce que vous avez des idées ou des exemples d'opportunités justement dans le contexte actuel à saisir? Waouh. On perd les oreilles. Alors, il y a. À la fois une partie de la recette, on la connaît, j'ai survolé ce soir. C'est un travail de fond. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais c'est un travail de fond parce qu'on a tous, oui, des opportunités, il y en a tout le temps, mais elles ne tombent pas forcément du ciel, quoi. Mais elles tombent comme par hasard du ciel quand on a entretenu notre jardin, nos vignes, quand on a semé, quand on
quand on a entretenu ce réseau, quand on a fait tout ce travail année après année, et tout est entre guillemets plus facile. Je regardais, alors c'est vrai que le contexte est compliqué, néanmoins, tout à l'heure, avant de venir, je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Donc, j'ai regardé 2014-2024. Alors, bon, qu'est-ce qu'on remarque? La France a perdu du terrain. Ça peut 53% des sorties. C'est plus que 43, je crois, à peu près. Donc, les marchés internationaux ont pris une part de marché importante, notamment les marchés tiers. En revanche, l'Europe est toujours stable en poids. Donc, avant peut-être de s'attaquer à l'Australie, qui sont des marchés accessibles, mais finalement, tout près de chez nous, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, c'est des marchés accessibles, proches, qui parlent très bien anglais ou français. Il y a des chaînes. Il y a des chaînes, il y a une grosse densité de cavistes et de restauration. Puis il y a des chaînes de cavistes en Suisse. Vous avez Globus, vous avez Manor, vous avez Coop, dans les chaînes qualitatives. Pays-Bas, il y a Rheinral. En Allemagne, j'ai cité Friche Paradis tout à l'heure. Furteke, qui est une belle chaîne aussi. Italie, il y a plein de chaînes régionales de vente à emporter. Donc il y a du grain à moudre, indéniablement, et il y a de la place pour tout le monde. Il y a une chose qui n'a pas été abordée, qui m'étonne un peu, c'est la garantie de paiement. Vous ne l'intégrez pas dans une stratégie commerciale. Alors, en effet, c'est une bonne remarque. Au revoir. C'est une bonne remarque. La garantie de paiement, il y a plein d'options envisageables. Parce que forcément, ça a un coût. Ça a un coût. Si, de deux choses l'une, hein, soit vous êtes assuré, enfin, à mon sens, il n'y a pas 50 options. En tout cas, soit vous êtes assuré, soit vous n'êtes pas. Si vous êtes assuré, ça a un coût. Si vous n'êtes pas, ça ne coûte rien, mais c'est une prise de risque. Le coût est non négligeable et alors, je ne porte aucun jugement. Dans une ancienne vie, après, c'est une question de stratégie, donc je n'ai aucun conseil à donner. En revanche, tu as raison, c'est un point essentiel parce que une bonne relation commerciale, ça va jusqu'au paiement, évidemment. C'est pas juste pour partager des bons moments ensemble. La seule recommandation peut-être que je peux faire, c'est de prendre en tout cas des informations. Parce qu'une entreprise qui gagne de l'argent ne paye pas forcément bien. Une entreprise qui a de l'argent, ce n'est pas forcément quelqu'un qui paye. Donc il y a des risques. C'est vrai, il y a des risques non négligeables. Et prendre des renseignements, ça peut être auprès de banques, ça peut être auprès de... J'ai beaucoup utilisé mon réseau d'autres producteurs en Champagne ou ailleurs, dans les vins tranquilles. Parce que finalement, c'est assez simple. Si vous êtes sur le point de démarrer une relation avec un partenaire, il est facile d'appeler 5-6 producteurs de ce partenaire. Il dit, dis donc, voilà, moi je suis sur le point de démarrer, qu'est-ce que tu en penses? Ça paye ou ça ne paye pas? Et entre producteurs, d'ailleurs pas forcément français, vous pouvez appeler des Italiens, des Américains, ce que vous voulez. En général, on échange des informations. Et un mauvais payeur, ça se sait. Et puis, il y a une troisième voie, évidemment, qui est la meilleure, c'est le paiement d'avance. Très bien, moi, je n'ai pas d'assurance, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de prendre de risques. Donc, c'est paiement d'avance. Alors, le réflexe naturel, c'est qu'on va demander un escompte, qui peut être le coût de l'argent dans le pays concerné. Donc là, ça va grincer des dents. Parce que vous allez prendre le coût de l'argent si vous exportez, je ne sais pas. On va prendre un exemple où l'argent était cher, on n'expédie plus, mais on va prendre d'autres exemples, mais où l'argent est cher parfois, l'argent à court terme. Si vous lui dites, voilà, normalement c'est 90 jours, le coût de l'argent c'est 5%. Donc ça veut dire que je vais te faire un escompte d'un demi, grosso modo. Il va vous regarder, il dit, attends, un demi, non, c'est
C'est 3 ou c'est 4 ou c'est 5, direct. Donc, faut être prêt à ça. Il n'est pas obligé de donner, mais... Mais est-ce que la remise pour paiement comptant, c'est un argument commercial positif? L'escompte. Ouais, l'escompte. Est-ce qu'on peut utiliser ça comme un argument commercial? Je ne trouve pas, parce que ça veut dire qu'on a déplacé le sujet sur autre chose que la désirabilité et ce pourquoi. Je fais souvent des analogies entre le business, entre deux partenaires et un couple. Et là, si la raison pour laquelle vous avez l'intention de vous associer, de vous marier, appelle ça comme tu veux, dans les affaires, si le sujet du paiement devient bloquant, je prends l'inverse de ta question. Si ça devient bloquant, c'est que vous n'avez pas tant de choses de ça à faire ensemble. Je ne sais pas si je suis clair. Ça ne doit pas être un sujet à la fin. Ça doit être facile à gérer. Si c'est un sujet qui dure plus d'un quart d'heure, c'est qu'il y a un souci. Enfin, un quart d'heure, une heure si vous voulez, mais c'est un. Ouais. Je ne pense pas que ce soit un argument. En revanche, je serais prêt dans le cas d'un paiement d'avance parce qu'il me demande d'escompte. Ça peut arriver qu'il n'en demande pas ou que vous soyez ferme en me disant moi non, c'est non. Moi, j'ai mis tout l'effort dans mon outil, dans ma transpiration, tous les jours, dans mon énergie, dans mes heures carrées que je passe dans ma cuverie, dans mon vignoble, mes équipes, voilà, ma famille. Donc, c'est un coût, ça a un prix, et mon champagne vaut tant, donc ça vaut tant. Je ne sais pas pourquoi je te donnerais 2%. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que dans le négoce, c'est un argument commercial d'offrir des bouteilles actuellement pour rester dans un marché. Donc, c'est dans la négociation de départ, ça n'a jamais été abordé. Ce sujet-là de dire aujourd'hui, ça, c'est des bouteilles donc offertes. Dans un marché contracté comme celui-ci. Alors ça, pour moi, c'est une autre démarche. Le paiement, c'est donc là, on a vu le sujet. En effet, alors, normalement, dans une relation, il y a de grandes chances pour que votre partenaire vous demande une contribution à l'effort de commercialisation. Et voilà, moi, cette année, au vu de tes objectifs qu'on a partagés, on est en phase, on va faire tout ça pour toi. Tous ces événements. On va organiser des dîners, des masterclass, des formations, des dégustations, etc. Ça a un coût, ça coûte X, en bouteille gratuite, en temps, en location de salle, en nourriture, etc. Il vaut mieux aborder ça avant. De ce côté-là que sur l'escompte. À la sortie, c'est égal en rentabilité de l'entreprise. Je considère qu'il vaut mieux l'aborder toujours en amont. Parce que dès qu'il y a un sujet qui traîne, c'est un truc pourri. Enfin, c'est potentiellement pourri. Et dans les affaires, on n'aime pas les trucs pourris. Dans les bonnes affaires, on aime bien les choses clean. Et la franchise et les choses clean sont, pour moi, pérennes. Donc, je l'aborderai en amont, avant de s'engager. Et voilà. Et puis même, c'est un objectif. Ça peut devenir non pas une contrainte, une dépense, ça devient un investissement d'accompagnement. On dit, écoute, pour atteindre l'objectif sur tel marché, je ne sais pas, 5000 bouteilles, il va falloir organiser tous ces événements. Après, on définit quelle saison, qui est les saisons. On valorise. Donc, c'est même, ça veut dire qu'on est chez lui, quoi. Quand on a fait ça, c'est génial parce qu'on est chez lui. Vous êtes chez votre partenaire. Et donc, vous modifiez le prisme de la relation. Ce n'est plus un acheteur, c'est un partenaire. Et il est chez lui. Vous êtes chez lui. Vous êtes enfin, et la communication, du coup, est complètement différente. Parce que, au lieu de vous dire combien il va acheter cette année ou combien il va c'est qu'est-ce qu'il va faire pour moi et qu'est-ce que je vais faire pour lui aussi. Mais je l'aborderai en amont. Et avant de l'aborder, j'aurai les idées claires sur l'enveloppe que je veux mettre. Et claires sur comment je vais le dépenser. Puis après, il y a cet échange avec le partenaire. Et puis après, on met ça par écrit. Puis voilà, cette année, voilà ce qu'on va faire ensemble. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a un nombre de contacts par client professionnel à avoir un minimum? Est-ce qu'il faut le voir plusieurs fois par an, plusieurs fois l'appeler, le rencontrer? Est-ce
qu'il y a une. Ah oui, les Seychelles, c'est tous les mois. Hein. Ouais, c'est important. Les Maldives, tous les 15 jours. Non, pardon. Non, il n'y a pas de règle. C'est indéniablement lié à la priorité de marché. La fréquence des contacts, qu'ils soient physiques ou distanciels, une vision, un appel d'art, varie selon la taille du marché, la priorité. Alors, c'est pas toujours la même chose d'ailleurs, parce qu'il y a des marchés qui sont très demandeurs, c'est marrant, sur des marchés non prioritaires, et qui sont très demandeurs, ils ont très envie de vous, ils ont craqué complet, et ils vont renverser les montagnes pour vous. Ah, du coup, mais ils vous demandent tout le temps. Alors ça arrive, il y en a toujours un ou deux dans le portefeuille, en plus. Mais voilà, donc ça, il faut gérer ça, parce que dédier trop de temps, c'est un peu contre-productif, entre guillemets, par rapport au reste. Je pense qu'il y a une corrélation assez nette avec l'importance du marché. Et clairement, un top 20, selon le CISC, doit être le focus numéro 1. Et puis ça dépend du business qu'on fait. Il y a des maisons qui sont très bonnes sur les marchés clés, d'autres qui ne le sont pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de règles. Un commercial, par exemple, d'une grande maison, il a combien de clients à gérer dans l'année? Alors, si c'est terrain, c'est-à-dire qu'on est en charge d'une région, si on se met en France, souvent, moi, je compte une centaine. Donc, un commercial aux États-Unis, à Houston ou à Tokyo, ou en général, il aura une centaine de clients actifs. Grosso modo. Une centaine pour bien les travailler. C'est souvent, j'ai remarqué que c'est souvent un nombre un peu magique. Pour bien s'en occuper. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde a soif, surtout, c'est ça. C'est l'heure d'apéro. Écoutez, c'est bien, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. On va donc conclure maintenant cette Europe. Et puis, on se donne rendez-vous pour le prochain événement qui aura lieu donc, le 3 juin. Ce sera sur les champagnes bio. Donc, on aura l'intervention de différents professionnels et puis également de 2 ou 3 vignerons qui viendront expliquer un petit peu comment ça s'est passé cette année et comment ils se projettent pour l'avenir dans ce type de conduite de la vigne qui est particulièrement sensible en ce moment. Donc, c'était l'occasion de rassurer peut-être ou en tout cas de peut-être donner envie à ceux qui le font pas encore de se lancer, pourquoi pas. Voilà, écoutez, merci à tous. Rendez-vous donc le 3 juin pour la prochaine édition. Merci à tous les intervenants. À bientôt.